avec quelques difficultés, parce qu'il y a aussi le problème de parking. Rappelez-vous qu'il y a une combinaison des places de parking nécessaires pour le bâtiment administratif que nous voudrions y construire pour accueillir tous les services de la ville qui sont épars, puisqu'on n'a pas pu les mettre, comme je vous l'ai dit, à la CEDIC. Par exemple, absolument, on avait un vrai problème de stationnement. Je suis bien d'accord, on a un problème. Quand les gens sont dans la rue, ou qui sont même dans l'enceinte du jardin de la ville, si jamais il pleut, vous ne vous imaginez pas le bazar quand 3 ou 4 mariages rentrent dans la salle, dans le hall de la mairie, ou dans les escaliers, etc. Donc on a un vrai problème, il faut que nous réfléchissions. Pour l'instant, rien n'est arrêté, le projet est en évolution, nous avons dit, voilà, pour l'instant là, ça ne nous satisfait pas complètement, retravailler le projet, il devrait d'ici un mois ou deux nous offrir quelques perspectives nouvelles et on verra comment on avance. Monsieur. Ah oui, madame. Princé. Oui, je reviens à la rue Jules Princé. À rue Jules Princé, il faut y parler de la maison Princé, parce qu'elle a aussi son originalité. La maison Princé, quel projet et le Prado. Alors, la maison Princé, vous savez que mademoiselle Princé habite toujours cette maison. C'est une maison qui est de très belle facture, de très belle qualité, mais qui est en train de se dégrader très vite. Je n'insisterai pas, mais il y a, comment dire, une multipropriété, et donc un héritage un peu compliqué. Alors, on n'en dira pas plus, ce sont des questions très personnelles. La proposition que j'ai faite, mais elle se réfléchit sur les prix, sur la capacité à faire, etc., c'est que la ville acquiert la maison Princé pour en faire un bâtiment qui participerait de l'aménagement du parc, puisqu'elle est juste en bordure, mais on pourrait l'intégrer au parc Chopin, vous voyez, avec peut-être, c'est à réfléchir et à discuter avec la dame, comment dire, aménager, réhabiliter l'ensemble du bâtiment, parce que c'est un bâtiment de caractère qui a son histoire, c'est la propriété demeure d'un ancien maire de la ville, qui a marqué cette ville, de lui permettre la jouissance d'une partie de cette maison, elle n'a pas besoin de la totalité, jusqu'à ce qu'elle décide d'en partir, et donc de lui conserver l'usufruit d'une partie de la maison, en échange de l'achat de cette maison que la ville acquerrait. Qu'est-ce qu'on en fera? Écoutez, toutes les options sont ouvertes. Un musée, on n'est pas assez grand pour avoir un musée, je parle de la grandeur de la ville, mais peut-être un aménagement qui permettrait, dans ce cadre-là, d'avoir un équipement, lequel je ne sais pas, mais en tout cas, acheter la demeure, la garder dans le patrimoine communal, la réaménager, permettre à Mademoiselle Princé d'y vivre autant qu'elle voudra, par l'usufruit, et ensuite, eh bien, la partie qui ne serait pas occupée par elle, on y mettra un service, je ne sais pas, on peut réfléchir à la question. Donc on a quelques intentions, on y réfléchit, elle y réfléchit de son côté, on est en discussion depuis quelques mois. J'espère qu'il sera important qu'on puisse, au bout du compte, l'acquérir et garder ce patrimoine, qui est un élément essentiel de ce patrimoine, de la patrimoine de la ville, important. Et qui aura toute sa place dans le nouveau parc. Et le Prado, parce que au Prado, il y a des gens de la rue Rougeville qui sont sollicités par des promoteurs. Et je sais bien. Mais si vous saviez le nombre de gens qui sont sollicités ici et là par les promoteurs, vous ne vous imaginez pas. Vous ne vous imaginez pas. Alors il y a des gens sollicités par les promoteurs. On les a prévenus. Le seul problème, c'est qu'on est sur le périmètre de la concession d'aménagement Princé, là. On est au bord, juste au bord. On est dedans. Bon. Donc ça veut dire que les promoteurs ne pourront pas faire n'importe quoi. S'ils ne viennent pas nous voir, ils n'achèteront rien. On ne laissera pas faire. Alors maintenant, on va discuter avec les gens. Je termine, c'est une question importante. Est-ce qu'on garde le Prado, le bâtiment du Prado, qui est aussi un bâtiment historique? Est-ce qu'on garde le Prado ou pas? C'est une question qui est posée. Les urbanistes nous ont dit, ça risque d'être compliqué dans le réaménagement. Si vous le gardez, vous le gardez. Si vous ne le gardez pas, est-ce qu'on peut revenir à la hauteur du Prado? Il est où le Prado là? Juste là, monsieur. Je ne le vois plus. Voilà, on est là. Et vous voyez bien ici à la rue. De Bourges. Non, de Bourges, elle est plus loin. Oui, Rougeville. On a ici une rue donc, qui arrive. Et, comment dire, un petit espace qui n'est pas une place, mais qui pourrait le devenir. Hein? C'est les flancs bleus. Oui, je sais bien, les flancs bleus, et puis aussi le garage plus loin, etc. Et donc, soit à cet endroit-là, soit un peu plus loin, au triangle qui arrive à la hauteur du 57-59, où Jules Princé comme un embrasseur, là au bout, on a la possibilité de recomposer sur le bout du triangle
un bout de place. Pardon? Pourquoi faire un rond? Parce que un bout de place aurait l'intérêt, si jamais nous ne gardions pas le Prado, de pouvoir recomposer à l'identique, ou en tout cas dans les architectures qui rappellent le Prado, là, à l'établissement, qui pourrait, en effet, en tout cas, dans sa forme architecturale, rappeler, garder le souvenir de l'ancien Prado. Les deux options sont ouvertes. Hein, c'est pas demain matin qu'on le fera, hein, mais voilà, les intentions sont posées, nous verrons, et nous discuterons évidemment avec les conseillers de quartier, avec l'équipe municipale, etc., le devenir de ces deux objets qui sont aussi évidemment des éléments de l'histoire architecturale de la ville. Ou au moins la devanture. Oui, au moins la devanture. Mais si c'est de la devanture, soit on la garde, soit on la déplace. Voilà. Monsieur. Sur un plan général, au début de votre exposé, vous rappeliez la situation stratégique de Nessoua, entre plusieurs axes. Et dans tout l'exposé, il nous manque un élément, c'est la notion d'intercommunalité. C'est-à-dire que il y a des projets, notamment sur Gonesse et Combinine, qui peuvent eux aussi avoir un impact sur la vie pratique, économique de la ville. Et j'aimerais savoir si l'aménagement donné prendra compte de ces projets d'aménagement. Notamment, on parle du fameux triangle de Gonesse. On parle aussi, vous parlez d'une zone d'activité, mais il y a aussi une zone d'activité, c'est la zone du Coudray, qui a un cheval sur Blanc-Ménil, il y a une toute petite partie sur Aulnay. Avec l'usine. Oui, voilà. Et bon, il y a aussi, pour les autres communes, j'ai moins d'informations. Donc, il y a déjà un projet d'intercommunalité pressant. Et pourquoi pas un SCOT, c'est-à-dire un schéma de cohérence territoriale, est-il prévu également? Là, on est sur une perspective importante, mais vous avez raison. Tant que nous sommes dans un cadre communal, nous réfléchissons au cadre communal. C'est cette responsabilité que nous avons. Maintenant, ça ne nous interdit pas de élever le regard derrière les frontières communales et de voir ce qui se passe à Gonesse, à Blanc-Ménil, peut-être même jusqu'à derrière Gonesse. Bon, je pense être fatigué, moi. La ville qui est à Gonesse. Non, Villebel, c'est plus loin, bien plus loin. Plus au nord, non. Non. Non, avant. Juste collé à Gonesse, juste au nord de Gonesse. Marseille, New York. Bon, peu importe. Non, c'est pas Arnouville, on est mis de l'autre côté. Non, qui est plus haut. Enfin, peu importe. Peu importe. Et donc, on a l'élection des intercommunalités. Le problème, c'est que beaucoup des intercommunalités qui se sont construites pour des raisons d'opportunité. Et pas avec la réflexion d'un schéma d'aménagement territorial, jusqu'à présent. Parce que si on a un schéma d'aménagement territorial, il doit être ambitieux. Et il doit recouper une zone qui est des confins de Roissy jusqu'au Bourget, pour ce qui est du nord au sud, de Sarcelles jusqu'à Montfermeil, pour les ailes de cette espèce de papillon qui nous avait été présenté lors du débat public, rappelez-vous, après-guerre sur le futur métro parisien. Plus de 500 000 habitants. Plus de 500 000 habitants. Donc une puissance politique, financière, fiscale, énorme. Un bout de la région Île-de-France. Et aujourd'hui, on le voit dans toute une série de discussions sur la péréquation financière, sur les transports, comment ces rapports de force qui existent entre Paris, la région, les départements, sont extrêmement complexes. L'idée que nous avons plantée depuis avant, enfin je parle là de moi et quelques collègues, depuis juste avant, mais surtout juste après l'élection municipale, on avait fait une réunion à ce sujet avec Eldeville, c'est de dire, bien évidemment, ça ne se fera pas tout de suite. Mais c'est le schéma qui est le schéma logique. Pourquoi? Les deux aéroports. Et on est juste au milieu d'aéroports avec des capacités de foncier qui sont très importantes. Qu'est-ce qui bloque alors? Attendez, je vais vous expliquer ce qui bloque. Ce qui bloque, c'est la vie. C'est comment dire, les contradictions politiques, c'est les besoins de gouvernance des uns ou des autres, c'est tout ça qui est bloc. Parce que tout un chacun, des maires qui sont sur ce territoire, voire même des présidents de petites intercommunalités, sont tous convaincus qu'à terme, alors quel est l'horizon du terme, ça, je suis bien en peine de vous le dire, qu'à terme, cette portion de la région Est d'Île-de-France
verra la constitution d'une grande intercommunalité parce qu'il y a une réalité de territoire sur laquelle peut s'appuyer une réalité de projet. Alors pourquoi? Vous avez le Bourget qui s'est accroché avec Drancy, qui est en train de s'approcher avec Duny, qui aimerait bien que Blanc-Ménil rentre dans le giron de cette petite intercommunalité. C'est une logique, mais une logique, vous voyez, qui est très étroite en fait. Pourquoi? Parce que dès qu'on discute d'un projet territorial, on sort de Blanc-Ménil, de Drancy, et Blanc-Ménil se tourne vers Aulnay aussi. Mais le Bourget se tourne vers Aulnay. Le Bourget se tourne vers Gonesse. Et y compris l'intercommunalité, non, pas Terre de France. Terre de France, c'est Roissy-Porte de France. On a une intercommunalité extrêmement riche d'ailleurs, hein, puisque à chaque fois qu'un avion se pose au périmètre, la caisse, l'argent tombe dans la caisse, qui nous disent on n'a pas besoin de s'allier avec Aulnay, Gonesse, etc., du point de vue financier. Mais par ailleurs, on n'a rien d'autre. En gros, avoir une telle intercommunalité qui s'installe, c'est avoir à portée de main un centre université, une université de taille sérieuse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire avoir une puissance pour organiser les transports, c'est des capacités en fait de développement qui sont extraordinaires. Et que la ville d'Aulnay toute seule ne pourra jamais faire, ni la ville de Gonesse, ni personne. Mutualiser certaines dépenses. Oui, il y a la mutualisation des dépenses, il y a aussi les lois fiscales qui font qu'on a un effet de levier quand on est en intercommunalité, ou qu'on n'en perd pas. La ville d'Aulnay, qui n'est pas encore intercommunalité, perd plusieurs centaines de millions d'euros, d'euros chaque année. Chaque année, parce qu'on n'est pas en intercommunalité. Moi, j'avais proposé au maire de Gonesse, dans la perspective de ce territoire et de la future intercommunalité, de prendre tous les deux une position centrale et politiquement, comment dire, décisive. Pourquoi? Parce que nous sommes au cœur même de ce territoire. Et qu'à partir du moment où nous allions, eh bien nous posions très pratiquement le devenir de ce qui était autour de nous par une alliance bien réfléchie et bien pensée. En fait, ça aurait été un facteur d'accélération pour surmonter les contradictions qui existent. Parce que voyez-vous, quand on est intercommunalité, on est président d'intercommunalité. Un président d'intercommunalité, eh bien, ça a un pouvoir politique, qui n'est pas extraordinaire, mais tout dépend de son intercommunalité. Et que s'associer avec d'autres villes, c'est perdre une part de ce pouvoir qui existe. Vous voyez, ça existe, ça. Et que donc, il y a des freins. Il y a des freins. Nous ne sommes pas alliés avec Villepinte, Tremblay et Sevran dans les 2-3 dernières années, pour ça nous sommes en discussion avec eux, parce que j'espérais bien que, et le maire de Blanc-Ménil est proche des propositions que je fais, mais il a une attraction vers le Bourget-Drancy qui est réelle aussi. Une partie de sa ville vit avec Drancy, l'autre partie vit avec Aulnay. Vous voyez, de planter ce fanion au milieu de cette plaine de France, hein, qui peut avoir un avenir territorial et donc institutionnel. Le maire de Gonesse n'était pas loin d'accepter, mais il y a les forces centrifuges, les liens politiques du Conseil général du 95, vous voyez, la proximité historique, l'hostilité du préfet de région au fait que les intercommunalités passent la barrière départementale. Cette prévention est tombée depuis 2 ans, mais elle existait il y a 3 ans. Donc vous voyez toute une série de facteurs qui n'étaient pas des facteurs entraînants. Donc nous avons décidé, tout en gardant le même schéma, et on devrait arriver vers une déclaration autour du mois de février, si tout se passe bien, de tous les maires alentours, qui sont déjà en intercommunalité ou qui le seront, etc., de dire que le bout du chemin, le bout de l'horizon que nous devons fixer, c'est justement ce territoire intercommunal ample, d'une puissance réelle en Île-de-France, et qu'en attendant, eh bien, nous allons articuler les meilleurs moyens d'y avancer. Et surtout pour résister à la puissance de la loi en matière fiscale. Donc nous sommes en discussion avec Villepinte, Tremblay et Sevran pour intégrer l'intercommunalité de Terre de France. Mais nous ne le ferons pas comme la fin de l'histoire en matière de développement intercommunal de la ville. Nous le ferons parce qu'il y a des besoins, parce que ça nous permet de mutualiser un certain nombre de choses, même si c'est dans un horizon un peu étroit, un peu restreint, voyez-vous.